Les Trois Lumières, une nouvelle de Sabine Ossenac. Ce texte a été écrit à l'été 2015 pour le prix littéraire Hans Bernhard Schiff. Le thème était « Tout ce qui nous a animés a disparu ». Trois lumières avaient guidé leurs pas depuis des millénaires, car les habitants de l'Alèche, le Levain, au cœur de la vallée de Ninive, racontaient fièrement qu'ils vivaient au centre du monde, dans ce creuset où s'embrassaient la vieille Europe, l'Asie millénaire et les effluves du golfe arabo-persique. Et ils accueillaient les pèlerins yézidis avec une immense bienveillance, les guidant vers la grotte sacrée sise au fond du temple, vers ce lieu saint où il convient de se laver à l'eau lustrale de la source avant de jeter un tissu sur la roche et d'allumer la torche de vie. Oui, les yézidis aimaient à se dire les gardiens de ces frontières de sable et de roches, en leur pays sans nation, eux, le peuple sans terre, passagers de ce Kurdistan irakien, absorbeurs des lumières des grandes traditions, qui certes avaient produit l'histoire, mais au prix de tant de déboires que, somme toute, ils préféraient rester ce peuple du secret, à l'image de leur temple, enfoui dans la montagne. Salim et Hadi, assis dans la grande tente de la Croix-Rouge, fixaient les trois lumières des lampes torches d'un regard vide, de toute expression. Les deux frères, âgés de 10 et 14 ans, avaient sombré dans le mutisme depuis plusieurs semaines. Ils regardaient les lueurs aveuglantes des plafonniers, mais ne voyaient que la nuit. Cette nuit de terreur innommable qui durait depuis que les hommes de ce pseudo-État avaient détruit tout ce en quoi ils croyaient depuis leur enfance. Là où régnait la douceur des mains maternelles, en ce pays de l'enfance, demeurait à présent l'aspérité des sabres qui avaient décapité leurs pères, leurs oncles, leurs grands-pères, et tous les hommes du hameau proche de celui de l'Alèche. Là où s'élevaient les mélopées des femmes lavant les tissus chatoyants au lavoir, hurlaient dans leur mémoire les vociférations et les insultes de ces barbares sanguinaires qui s'étaient amusés à noyer tous les nouveau-nés du village dans l'innocence de la fontaine. Là où brillaient les lampes du savoir, transmis de génération en génération par une culture millénaire, ne balbutiait plus que le souffle opaque du vent, ce vent qui n'avait pas réussi à couvrir les plaintes et les cris des jeunes filles souillées à même la terre par les hordes incultes. Un infirmier souleva la bâche de toile et sourit aux jeunes garçons. Il s'adressa à eux en anglais, car il savait qu'ils ne parlaient pas un mot de français, et leur expliqua qu'ils allaient être transférés de Calais au Luxembourg, dans un foyer qu'il nomma Lili Hunden. L'homme parlait lentement, tentant de fixer l'attention des jeunes gens. Il leur dit qu'ils retrouveraient des gens de leur peuple dans ce foyer, qu'ils se sentiraient moins seuls. Il leur dit aussi que ce foyer était tout neuf et portait le nom d'une femme qui avait été arrêtée pendant la Deuxième Guerre mondiale et torturée à Ravensbrück. Elle avait été résistante. En entendant ce mot, Salim, l'aîné des garçons, tressaillit. Il se souvenait de cet homme, un très vieux juif, qui leur avait rendu visite au hameau. C'était un ancien professeur qui faisait des recherches sur leur religion. Et Salim se remémora les récits au sujet de ces enfants brûlés, de ces femmes torturées, de ces vieillards exterminés. Il releva la tête et parla, pour la première fois, s'adressant à l'infirmier dans un anglais hésitant. « Daesh is like Hitler. We have to resist. » Salim et Hadi ne revirent jamais leur mère ni leur sœur. Ils apprirent de longs mois plus tard, par une cousine ayant réussi à s'échapper, que les trois fillettes de 6, 8 et 12 ans avaient été violées pendant plusieurs semaines avant d'être décapitées. Ils ne purent jamais savoir ce qui était advenu de leur mère adorée. Souvent, les deux adolescents plongeaient dans la souffrance sans nom de ceux qui ont perdu jusqu'à leur ombre, orphelins même du soleil. Mais lors de leur séjour au foyer Lili Hunden, juste avant leur départ pour une nouvelle vie, ils eurent la chance de prendre quelques cours d'histoire européenne,
tout en apprenant des rudiments de français. Et un soir, dans la petite chambre lumineuse que les deux frères partageaient, en observant les hirondelles tournoyer dans le ciel d'azur qui ressemblait tant à celui qui surplombait leur ancienne vie, Adi dit à son aîné, le dardant de ses yeux de braise qui semblaient briller à nouveau de l'incandescence de l'enfance: « L'Europe, l'Asie, la Perse, 3 civilisations. Le Luxembourg, la Lorraine, la Sarre, 3 régions. » Salim prit son petit frère dans ses bras et lui chuchota à l'oreille qu'il l'aimait et qu'il ne le quitterait jamais. Sous la nuit étoilée du printemps qui berçait le Limpertsberg de ses parfums entêtants, le jeune homme sourit. La frêle embarcation tangue, dangereusement. Alganesh tente de s'agripper à un cordage, mais c'est presque impossible d'une seule main. Dans son bras droit, elle serre sa petite Sophia, blottie dans le pagne multicolore, sa princesse, son étoile, dont les prunelles d'un noir de jet observent le dôme immense du ciel obscurci par la tempête. Ils sont si nombreux sur ce rafio de misère parqué par les passeurs de mort dans ce qui n'a de bateau que le nom, ballottés par les vagues qui se font océanes, mourant de soif, hébétés par la faim et la peur, que la jeune femme n'espère même plus une issue heureuse à sa fuite. Pourtant elle le sait, c'était la seule solution. Ses 2 frères et son père ont péri dans les geôles érythréennes, torturés au camp d'Eirairo, et elle a vu mourir le père de son enfant sur la place du village, ne devant son propre salut qu'au sacrifice de sa mère qui s'est mise en travers des exactions de la barbaresque du régime. « Adé !» a hurlé la jeune femme en voyant les coups mortels abattre de celle qu'elle chérissait. Alganesh a accouché seul dans l'immensité du mont Soira, hurlant en silence sous les roches tutélaires, avant d'embarquer pour cette Europe salvatrice, en compagnie de centaines de compagnons d'infortune, son enfant accroché à son sein, et sa vie entière piétinée par la dictature. Elle sait encore le goût des galettes, tendrement confectionnées par sa sœur aînée, avant que celle-ci ne soit violée et assassinée par les milices. Elle se souvient des palabres des anciens au pied du dragonnier, et des courses folles des antilopes, gracieuses et libres, comme elle l'était quand, petite fille, elle rêvait de rejoindre les combattants du FPLE. Elle revoit le ciel rouge de son Afrique bien-aimée, de ce continent qui n'est que pillages et destruction, comme si l'histoire avait enchaîné les hommes au fer d'un éternel retour de l'horreur, alors que cette terre nourricière regorge de 1000 richesses et des chatoyances infinies des cultures ancestrales. Rouge, justement, la coque de ce vaisseau de pirates. Le choc frontal fait vaciller l'embarcation, déjà épuisée par le poids des migrants. Noire, l'eau trouble, envahie de cris et de terreur. Jaune, la lune, dont l'incroyable placidité contemple le naufrage de ce radeau de la Méduse plein de bruit et de fureur. Alganesh coule à pic, son enfant chevillé à son pagne, mère et fille suffoquent de concert. Autour d'elle, des visages grimaçants s'entrechoquent sous la cale putride, et bientôt, Mare Nostrum sera à nouveau un cimetière. Mais soudain, une main solide perce le bois détrempé de ce vaisseau-cercueil et attrape la jeune maman par ses tresses. Elle aspire une grande goulée d'air en remontant à la surface. Bientôt la petite Sophia est enveloppée dans une étoffe noire, rouge et or, car le navire des sauveteurs bat pavillon allemand, et c'est dans un drapeau que les marins, émus, ont emmailloté le nourrisson transi. Alganesh va bientôt partir vivre à Bruxelles, chez une cousine retrouvée par les services sociaux. Elle rêve déjà des pralines, du gouda aux herbes qu'elle adore, et des couleurs bigarrées d'Ixelles, cette corne de l'Afrique bruxelloise. Aujourd'hui, elle a laissé son bébé aux joues potelées à une amie irakienne, dont le rire communicatif résonne comme une brise printanière dans la grande salle décorée de fleurs et de lapins, au foyer de Saarbrücken. Car ce soir, ce ne sont pas les fossettes de son enfant qu'elle admirera. Son émerveillement, toujours renouvelé,
d'avoir réussi à quitter l'enfer. Non, cette nuit du 11 avril 2015 est celle de sa rencontre avec la musique de l'orchestre symphonique grâce au réseau d'aide aux réfugiés, Uncommon, qui permet à tout un groupe d'Érythréens, d'Irakiens et de Syriens de plonger dans l'univers des cordes et des cuivres. La 5e symphonie de Tchaïkovski emporte Alganesh loin, très loin de la Sarre. Les violons lui chantent les voix douces des ancêtres, les hautbois lui jouent les couleurs ocre des vallées, la contrebasse lui réchauffe le cœur, comme un ardent soleil d'Afrique. Certes, ce qui était n'est plus, mais ce qui adviendra sera. Alganesh est vivante, et son enfant aussi. Elle se tient bien droite, radieuse, belle comme la reine de Saba. Hassan. Hassan ne jouera plus jamais de piano. Il le sait, puisque la bombe a détruit non seulement le salon qui abritait son instrument, mais aussi ses 2 bras. Il hurlera de longues, interminables heures, coincé sous les décombres, allongé près des cadavres de ses parents et de sa grande sœur. Les mains, ces mêmes mains qui, quelques heures auparavant, jouaient Chopin et Ed Sheeran, atrocement mutilées. La nuit syrienne sera zébrée d'éclairs. Au matin, quand les sauveteurs déblayeront les gravats et les morts, ils pleureront tous en voyant le fils du professeur de musique, seul survivant, mais privé de l'usage de ses mains, orphelin du monde. Hassan n'ira pas à l'enterrement de sa famille. Il sera sur un brancard de fortune, lacéré de souffrance, éventré de désespoir. Il entendra d'autres bombes siffler sur la ville, mais aussi les hurlements des blessés et les gémissements des mourants. Il respirera l'air vicié du dispensaire et imaginera les linceuls blancs de ses proches, déposés à la hâte dans cette terre sans cesse retournée, qui n'a plus assez d'espace pour accueillir les trop nombreuses victimes. Le jeune garçon ne reverra aucun membre de sa famille éloignée, car dès le lendemain, il sera évacué par un convoi qui le conduira au-delà des cèdres et des pierres blanches de son village. Il sera ballotté de camions en bateau, de navires en train, de camps en asile, de foyers en hôpital, quand les plaies de ses moignons se seront ouvertes 1001 fois. Il criera des nuits entières en réclamant sa mère, lui, le garçonnet de 5 ans, qui jouait certes Mozart, mais qui aimait plus que tout les caresses maternelles sur son beau front intelligent et les chatouilles de son père adoré. Il oubliera, jusqu'à son prénom, au fil des traumatismes. Il manquera couler à Lampedusa, rencontrant, une froide nuit de décembre, une belle jeune femme portant un bébé ceint d'un drapeau allemand. Mais il se souviendra longtemps du baiser très très tendre que cette maman lui fera, sur ses joues mouillées de larmes, lui psalmodiant une mélopée qui le calmera le temps d'une nuit. Il arrivera à Calais et partagera un repas avec 2 garçons qui semblaient être des frères. Le plus âgé le soulèvera jusqu'à un fauteuil au centre de la tente, et le plus jeune cherchera une cuillère qu'il portera patiemment à la bouche d'Hassan, le nourrissant gentiment, en lui racontant des histoires drôles en anglais pour le faire sourire. Un jour, Hassan sortira de l'hôpital avec des prothèses, car il aura pu profiter des soins d'une association qui, depuis des décennies, soigne les blessés de guerre. Il aura repris du poids, il aura appris de nombreuses phrases en français. Il sera hébergé dans un centre de rétention messin grâce à l'ordre de Malte. Sa première rentrée se fera dans un cours préparatoire de primo-arrivants et il deviendra vite la coqueluche de l'école en jouant du piano avec ses prothèses. On le surnommera Hassan aux mains d'argent. Les nuits seront difficiles, de longues années durant, même lorsqu'Hassan vivra en famille d'accueil. En rêve, il reviendra vers la lumière aveuglante d'Alep et toujours respirera le parfum des oliviers et des cèdres du Liban. Soudain, souvent, il se réveillera en larmes, juste avant d'avoir pu jouer Chopin avec ses véritables mains, ou juste avant le baiser de sa maman. Mais peu à peu, il deviendra un grand garçon, un bel adolescent aux yeux de braise, un étudiant brillant, un pianiste de renom, un homme politique engagé, un père de famille épanoui, un citoyen français fier de ses origines, un Européen convaincu et un habitant heureux du Sarre-Lorlux. Il épousera une jeune fille nommée Sophia,
d'origine érythréenne, et se liera d'une amitié indéfectible avec 2 frères venus du Kurdistan irakien, retrouvés lors d'un concours de piano à Bruxelles qui, eux, se souviendront de leur première rencontre, alors qu'Hassan aura occulté ce souvenir. Bien après le repas partagé à la friterie de l'avenue Louise, ils seront ses témoins de mariage. Ce jour-là, dans l'éblouissante lumière estivale, comme si le ciel de Bruges fredonnait d'allégresse, on a entendu des chants africains, chantés par la chorale de la mère de la mariée. Puis sont récitées des prières yézidis venues du fond des temps et du cœur intime des hommes. Enfin, avant de se lever, pour rejoindre la mariée sous les you-you des invités, Hassan jouera au piano l'hymne à la joie.